C'est ça que je veux parler ici. Bon, donc, on va y aller tout de suite. Je dis, j'ai quitté, pour certains qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, oui, je vis à Calgary, c'est en Alberta, la province de l'Alberta, à l'ouest canadien. J'ai quitté cette ville le 13 janvier, voilà, le jour d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai quitté le 13 janvier, on a fait Calgary, Los Angeles. Los Angeles, on a traversé tout le continent pour se retrouver à Paris. Et puis de Paris, j'ai pris un vol Air France pour destination Abidjan. Donc, quand je quitte, quand je quitte là où je vis, ça fait un certain temps. Bon, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai pas, j'ai pas mis les pieds en Afrique. J'ai pas mis les pieds en Afrique. Ça fait 20 ans. Donc quand je quitte, il y a un peu des appréhensions. La tête est bourrée des images figées que j'ai du Cameroun, des images qui sont plus ou moins actualisées parce que je vois ce que j'entends par famille interposée sur Facebook, dans dans tous les supports de communication que je peux voilà, qui sont à disposition. Donc voilà, je dis je quitte 13 janvier. Dans l'après-midi, j'arrive à Paris très tôt le matin et puis on prend un vol dans l'après-midi. Non, je ne sais même pas. Parce que c'était l'après-midi. Bon, bref, j'ai des soucis de décalage horaire, donc voilà. Toujours dit que je suis dans le vol Air France qui m'amène à Abidjan. C'est dans ce vol-là qu'il y a le premier contact, en fait, avec l'Afrique, parce que tout de suite, le décor change. Là où je suis, bon, on va dire, je vois en moyenne, dans mon entourage, une moyenne de 10% tout au plus de population noire. J'arrive dans ce vol, les quotas sont totalement inversés. C'est un vol qui est plein à craquer. Et il n'y a que mes semblables dans ce vol-là. Je dis qu'il est plein. Les gens qui n'avaient pas ma couleur de peau se comptaient, je peux dire, se comptaient sur les bouts de doigts. Sans trahir, sans l'autre trahir. Bonjour Agnès. Sans trahir, j'ai voyagé avec le docteur Crépin Niamsi. On était dans ce même vol-là. Donc voilà, on fait au bout de quoi 6 heures, un peu plus de 6 heures, on atterrit à Abidjan. Et voilà. Fait, quand on atterrit dès l'aéroport, toutes mes appréhensions par rapport à cette redécouverte, à cette Afrique, comme je dis, les images que j'ai de l'Afrique sont celles qui sont figées de 20 ans, celles qui, enfin, particulièrement du Cameroun, quoi. Donc, je suis plus en contact avec le Cameroun que n'importe où. Donc, quand j'atterris à Abidjan, j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. C'est ce que je connaissais, c'est ce que je m'attendais, que je vivais, que je commençais à vivre dès l'aéroport. On nous laisse au milieu de la piste, enfin, pas au milieu de la piste, devant le pavillon présidentiel. C'est là où l'avion s'est arrêté, il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien. Bon, on attend, c'est un vol qui est plein à craquer. On étouffe, la chaleur, puisqu'à ce moment-là, dès qu'on atterrit, je crois qu'ils arrêtent tout, il n'y a plus de clim dans l'avion. Et puis on fait sortir les gens par vagues. C'est un peu étouffant. On fait sortir les gens par vagues parce qu'il fallait prendre un bus qui devait nous prendre devant ce pavillon présidentiel là, pour nous ramener à l'aérogare. Et puis un certain temps, je me retrouve dans cet aérogare. Il va sans dire que quand je quitte Calgary, jusqu'à Abidjan, on m'a jamais demandé où était mon visa. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il n'y a pas eu du tout de contrôle de visa, que ce soit au départ de Calgary à Los Angeles ou bien à Paris. Personne n'a demandé où était mon visa. Bon, quand j'arrive, on atterrit et puis on nous dit, oh, ok, ceux qui ont les visas, ceux qui ont besoin de visas, tournez ici à gauche. Voilà, ça commence une atmosphère chaotique. Un regard un peu exigu. Je dis, la Côte d'Ivoire, je ne crois pas qu'elle était préparée à accueillir autant de monde en si peu de temps. Et puis bon, ça a donné, on atterrit à 23 heures. Pour tout dire, je sors de l'aéroport, il est 3 heures du matin. 3 heures du matin, c'est invivable, c'est vraiment chaotique. Et je dis, je suis dans cette ambiance-là, je dis, oh bien tiens, c'est l'Afrique, quoi. C'est ce que, il n'y a pas de surprise. Bon, donc fatigué, après avoir traversé finalement ce contrôle de police,
il y a un peu d'appréhension quand j'étais de l'autre côté de la barrière, un peu d'appréhension. Qu'est-ce que je vais voir de l'autre côté? Si c'est comme ça dans l'aéroport, à quoi ça va ressembler à l'extérieur? Donc dès qu'on sort là, c'est très exigu. Hein. Je vois d'abord dans un coin un peu perdu de l'aéroport, de l'aérogare, des bagages qui sont là à perte de vue. Donc c'est tous les passagers. Ça me fait, je dis bon, ça peut être pire. Ça peut être même pire que ce que j'attendais. Je me dis, mes bagages, j'ai le sentiment que je les ai perdus. Donc, mais bon, quand je sors de là, on me dit non, vous sortez du vol Air France, allez prendre vos bagages de l'autre côté. J'y vais, je prends mes 2 valises avec moi, et puis, vraiment sans complication aucune, on passe, les douaniers me disent, ok monsieur, déposez vos bagages là, on met ça sur un tapis roulant qui accuse un peu le poids de l'âge. Et puis bon, je les récupère de l'autre côté et voilà, vous pouvez continuer votre route. 3 heures du matin, j'avais dit à l'hôtel qui devait m'accueillir que dans mes projections les plus optimistes, j'avais prévu que je devais sortir de l'aéroport vers minuit. Donc je leur ai dit de venir me chercher aux alentours de minuit et demi. Et là, vous voyez, les 3 heures du matin, je commence à dire, je veux faire comment, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas du franc CFA sur moi, même pour prendre un taxi, qu'est-ce qui se passe? Je sors, et puis je commence à me diriger seulement vers... Je connais pas, donc tout ce qui m'intéressait, c'était les hommes en tenue, les gendarmes qui sont à l'extérieur, je vais vers eux. Quel hôtel? Je donne un nom hôtel, ils me disent, ah tiens, ok, le bus va bientôt arriver, la navette. J'attends, puis la navette vient me prendre. On m'amène à l'hôtel. Et puis, là-bas, formalité d'usage, encore un autre choc. Monsieur, vous payez tout, la totalité de votre séjour avant d'intégrer votre chambre. Ah bon? Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Bon, bref, pas de souci. Carte de crédit, je paye. Je dis, j'intègre la chambre, il est à peu près 3h30. Nous sommes déjà le matin du 15 janvier. Et je devais aller à Yamoussoukro pour voir le match... le premier match du Cameroun-Guinée, oui, qui était le 15 janvier de ce jour-là. Et en ce moment, quand j'arrive, je dis jusqu'à 3 heures du matin, je n'ai pas encore les billets de ce match. Donc l'objectif pour moi, c'est arriver à Yamoussoukro le plus tôt possible pour, pour m'organiser et obtenir les billets à aller au stade. Donc, je dors à peine. Mon séjour avait été préparé avec un ami qui est dans l'armée ivoirienne, un ancien camarade de classe, un ancien frère d'armes. J'avais réservé à travers lui un chauffeur, ce qu'ils appellent location de voiture avec chauffeur. Voilà. Dès que j'arrive, je lui envoie un message WhatsApp, je dis ok, je suis là, s'il te plaît, demande au chauffeur de venir me récupérer. Il faut qu'à 7 heures du matin, il soit à l'aéroport pour qu'on puisse partir. 7 heures, il n'y a rien. Mon réveil, ça sonne 7 heures, je suis un peu fatigué, je traîne les pieds, je descends, douche, je descends au restaurant de l'hôtel, petit déjeuner, je remonte, le chauffeur, il se présente aux environs de 9 heures. Je dis, mon hôtel, il est dans l'enceinte de l'aéroport. Donc, je dis, il vient me prendre, parce que j'étais vraiment pressé. Je sors avec mon porte-monnaie et tout ça. Donc, je rentre, je prends ça, mon porte-monnaie, mon sac et tout. Je vois, je suis avec un sac, il y a de l'électronique, il y a des caméras, il y a un peu de tout, des serviettes et tout ça à l'intérieur. Je lui dis, s'il te plaît, il me faut du change, parce que je n'avais pas du CFA, j'avais juste de l'euro. Je lui montre même, je dis que voilà, j'ai besoin du change, donc s'il te plaît, amène-moi à l'aéroport, je vais faire du change là-bas avant d'y aller. Je dis, c'est à peu près 1 minute. Je l'ai vu, on est parti, il m'a pris à l'hôtel, on est parti à l'aéroport, dès que je descends, je traverse la route, je mets la main dans la poche, plus de porte-monnaie, donc j'ai perdu tout ce que j'avais comme pièce qui tenait dans une pièce, dans un porte-monnaie, quoi. Donc, toutes les cartes de crédit, peut-être 5 cartes de crédit qui s'y trouvaient, cartes de débit, assurance maladie, tout ce qui pouvait tenir dans une carte. Tout cela est parti avec l'argent. Donc, comme je dis, j'ai cette chance-là, je dis, d'avoir fait mes classes avec certains gendarmes,
de tous les pays d'Afrique francophone. Donc tout de suite, je vois les gendarmes qui sont à l'entrée là, je connais à peu près comment communiquer avec eux, je leur dis ce qui se passe et ils se mettent tout de suite à ma disposition là. Donc on commence la recherche du chauffeur, il est où, je l'appelle, il revient, les gendarmes partent directement fouiller son véhicule, ils appellent leurs camarades policiers de venir regarder les camarades de surveillance pour voir si mon porte-monnaie n'est pas tombé quand je suis descendu du véhicule. Donc, on fait tout ça, on part, on regarde les camarades de surveillance, je suis avec eux, on me fait entrer dans les pièces réservées de l'aéroport. Vraiment, ils ont tout fait pour essayer de m'aider ce jour-là. Et moi qui n'avais même pas informé mon frère au pays que je partais en Côte d'Ivoire, je lui ai dit que bah tiens, voilà, me voici dans les problèmes ici, j'ai tout perdu. Et bon, lui aussi, il déclenche son réseau en Côte d'Ivoire. Tout de suite, je reçois un coup de fil d'un autre Camerounais. Et heureusement qu'il allait aussi à Yamoussoukro comme moi. Donc, il était déjà sur le chemin, il fait demi-tour, il rebrousse chemin, il vient me chercher à l'aéroport. Donc, plus de temps de perdre, je n'avais plus vraiment le temps. J'ai dit, bon, je suis venu, je vais aller voir le match. Donc, les histoires de porte-monnaie, de ceci, c'est tant que c'est le matériel, ça va. Donc, jusque-là, cet épisode du porte-monnaie, je dis, je suis dans le contexte, dans l'Afrique que je m'étais imaginé, de ce que j'espérais avoir, donc je l'ai perdu. Malheureusement, pour moi, il y a un peu manque d'imprudence. J'ai fait preuve d'imprudence sur ce coup-là, je l'ai perdu. Bon, je laisse tout. Je ne dis pas au revoir au policier gendarme avec qui je suis. Je m'en vais rejoindre l'ami à mon grand frère qui est venu me chercher. Et puis bon, direction Yamoussoukro. Et c'est de là, effectivement que, quand j'entre dans ce véhicule-là, je commence à découvrir une autre Côte d'Ivoire. Vraiment superbe, magnifique. Je ne sais pas, les superlatifs me manquent. Parce que je dis, je suis resté, j'ai encore une image assez figée, qui est de temps en temps actualisée par les informations que je peux recevoir de la famille, les images sur Facebook, les images sur YouTube, les appels téléphoniques et consorts, qui me donnent une certaine image de l'Afrique à laquelle je m'attendais à voir. Mais je dis, dès que je sors de l'enceinte aéroportuaire, je découvre tout un autre pays qui bouleverse totalement ce que j'avais en tête et qui m'impressionne. Du coup, je commence à regarder la Côte d'Ivoire d'un autre œil. On a traversé, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent un peu la géographie d'Abidjan, l'aéroport, ça se trouve à Port-Boued. Bon, Port-Boued, c'est le sud-est d'Abidjan. Et pour aller à Yamoussoukro, on doit traverser, on va quitter en fait, on traverse Abidjan du sud-est à la sortie nord-ouest de la ville. Donc, ça fait à peu près un linéaire avec tous les trajets qu'il faut prendre, à peu près 50 km. 50 km de... Je dis, je n'arrive pas, les mots me manquent toujours. Je dis, je suis impressionné, je n'arrive pas à croire que je me trouve en Afrique, en Côte d'Ivoire. Des boulevards, des autoroutes, de l'éclairage, de la propreté. Pas une seule poubelle que j'ai découvert devant moi. Pas un seul cassis que j'ai découvert devant moi. Excusez-moi, pas un seul cassis. Donc, vous voyez, je dis, on traverse la Côte d'Ivoire, c'est complètement du sud-est au nord-ouest. Donc, on va passer par quoi? Je dis, on a le temps de tout découvrir, de vraiment avoir un aperçu total, complet, de à quoi peut ressembler cette ville d'Abidjan. On est passé par des quartiers assez résidentiels, que ce soit zone 4, je vais dire quoi, Makori qui est un peu entre les deux, la Rivera, Cocody, et puis pour ceux qui ont un peu suivi la crise post-électorale en Côte d'Ivoire comme moi, vous allez voir un peu des noms familiers, la forêt du Banco qui se trouve à Yopougon lui-même, et puis bon, voilà, on est hors de la ville. Donc les quartiers Yopougon, c'est très populeux, c'est à peu près... je peux comparer ça à quoi? Bon, je ne suis pas là pour faire des comparaisons. Très populaire, très populeux. Et je dis, on découvre de tout sur le chemin. Il y a, vous voyez, des populations, des personnes à la richesse assumée qui sont sur la route, avec des personnes aussi qui sont très misérables, mais qui se côtoient tous là, dans un environnement où chacun vit son monde en fait. Donc voilà, c'est
très, 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 très impressionné. Je n'arrive pas à croire que je suis, je suis en Afrique. Je dis, je regarde, je suis ébahi, totalement ébahi. Bon, donc, on traverse, et puis nous sommes maintenant sur l'autoroute du Nord, direction Yamoussoukro, et je dis vraiment sur l'autoroute, pour celui qui a fait les autoroutes françaises, quand on arrive à Abidjan, quand on arrive en Côte d'Ivoire, voilà, Jean-Jacques, oui, je crois que Yopougon peut être l'équivalent de Newbel. Je voyais ça de loin, je ne suis pas entré vraiment dans le quartier, mais quand on voyait l'état des habitations, la promiscuité, et puis voilà, ça, c'était un peu effrayant. Donc j'ai dit, les autoroutes, pour celui qui a fait les autoroutes en France, quand on quitte, on arrive à Abidjan, il n'y a pas de perte en ligne. C'est exactement pareil. C'est pareil. Donc, on fait tout ça. Je dis encore que j'ai traversé tout Abidjan sur 50 km, pas de cassis. Pas de cassis. Vous pouvez avoir une voiture aussi basse que vous voulez. Vous roulez à Abidjan sans souci. Sans souci. Donc, voilà, on arrive, on fait l'autoroute, on traverse le premier péage. Le péage, je dis, c'est exactement, pour ceux qui connaissent un peu près les péages en France, exactement pareil. Premier péage, deuxième péage qui coûte combien? 1250 francs CFA. Donc, trajet Abidjan-Yamoussoukro, on en a pour 2 péages. Ça fait à peu près 2500 francs CFA sur un tronçon simple. 0 policier en route, 0 gendarme qui nous a arrêtés. Rien, c'est que vraiment, j'ai le sentiment que je suis en France. Mais tout ce qui me rappelle que je suis en Afrique, c'est un peu pas le décor. C'est que vous voyez toujours des gens, des vendeurs à la sauvette, des vendeurs ambulants qui sont partout, qui essayent chacun de placer ce qu'il peut. Les gens au bord de la route qui vendent des produits vivriers frais. J'ai même vu un serpent qu'on venait de tuer, qu'on était en train de vendre. Bon, bref, j'ai vu de tout qui m'a dit, oh tiens, qui me rappelait chaque fois que j'étais en Afrique. Mais côté infrastructurel, purement étatique, je dis, il n'y a pas du tout de perte en ligne. Vraiment pas de perte en ligne. Quand on entre à Yamoussoukro, alors ça, c'est encore un autre niveau. On voit donc que l'ancien président, c'est ce qu'on m'explique à Houphouët-Boigny, qui avait prévu cette ville-là pour être comme étant la future capitale de la Côte d'Ivoire. Tout est tracé, tout est tracé. Des boulevards à 4 voies partout. À l'entrée de la ville, on traverse l'hôtel président sur la gauche, où les équipes du Cameroun Sénégal étaient logées. On va complètement, je dis pour atteindre le stade, il faut vraiment parcourir la ville, Vous voyez les universités, vraiment Yamoussoukro, on va dire que quoi, c'est la capitale académique de la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez les universités, oubliez un peu ce que vous avez vu à Yaoundé, qu'on appelle l'université de Yaoundé. Je dis encore, c'est ce que je connais. Ok, c'est ce que je connais. Donc, vous allez à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, c'est une autre dimension. Je dis vraiment, on se sent tout petit comme ça, tout petit. Quand on vient du Cameroun et qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on a de la peine à croire que nos semblables puissent aussi travailler, puissent aussi s'investir, puissent aussi avoir à cœur le développement infrastructurel de l'environnement. Je dis vraiment, on se sent tout petit. Il n'y a pas de la place, et il n'y a pas de la place à l'autoglorification. On est juste bouche bée. On est juste bouche bée. Vraiment, c'est côté infrastructurel, il faut s'inspirer de la Côte d'Ivoire. Il faut s'inspirer. Et quand on sort, je dis justement, laissant tous nos préjugés politiques que Ouattara, c'est un pion de la France, c'est un vendu, c'est ceci et tout. Quand on arrive, on peut tout lui reprocher, sauf de travailler pour cette Côte d'Ivoire-là. Donc, je dis, je découvre tout ça. Je dis que, en fin de compte, pourquoi je vis au Canada? Si on peut avoir cette qualité de vie ici que je vois dans ce pays, bon bref, nous ne sommes pas encore. Donc voilà, je découvre Yamoussoukro,
Je dis, j'ai fait ça, j'ai eu le temps pour découvrir la ville. Les routes, tout y est. L'éclairage, tout y est. Pas de coupure d'électricité, pas de coupure d'eau. Je dis, tout ce qui nous rappelle, tout ce qui nous ramène, qui nous rappelle que nous sommes en Afrique, c'est ces populations qui déambulent avec une certaine insouciance qui est difficile à pouvoir, qui est difficile à pouvoir décrire. Des vendeurs ambulants un peu partout, mais tout cela, je dis, c'est dans un environnement, qu'on veut dire, qui est assez maîtrisé, qui a été programmé et qui est sous contrôle. Voilà. Donc, bon, bref, on s'en va au stade. Bon, moi, je suis pas, quand je m'en voir le match, ce n'est pas dans l'intention de dire, je suis vraiment pas dans la peau d'un supporter. Je suis là, je dis, je m'en vais me faire plaisir. Bon, on part, on voit le match, le résultat est ce qu'il est, on sort sans animosité du tout. Je dis, ça c'est autre chose que j'ai découvert de la Côte d'Ivoire. Cette population, c'est une population fantastique, c'est une population merveilleuse, c'est une population accueillante, c'est une population à l'amour débordante. Donc, j'ai ceci de particulier, que bon, apparemment j'aurais un très fort accent camerounais. Je ne sais pas s'il existe un accent camerounais d'ailleurs. Je dis, j'aurais un accent bamileke qui est assez prononcé. Donc, dès que je disais quelque chose devant un Ivoirien, tout de suite, il arrivait à découvrir que j'étais camerounais. Donc, du coup, je dis, c'est des taquineries, bon enfant, qui, sans animosité aucune, qui détendent l'atmosphère, qui permettent à tout le monde de se sentir à l'aise. Donc voilà, je dis vraiment félicitations. Je suis admiratif devant le peuple ivoirien. Bon, donc on finit ça, on s'en va dans ce qu'on appelle, c'est là aussi je découvre un peu le milieu de la nuit à Yamoussoukro. On s'en va dans ce qu'ils appellent ça le maquis, c'est Yakro-sur-Seine. C'est un endroit incontournable pour ceux qui passent à Yamoussoukro. C'est là où on a le Gotha politico-administratif de la jet set. C'est là où ils se donnent rendez-vous quand ils sont à Yamoussoukro. Donc on s'en va, il fallait manger, on allait manger là-bas. Et puis, oui, ils font des musiques en live, ils diffusent les matchs de la Coupe d'Afrique et tout ça. Et puis bon, c'est ce qui est c'est assez spacieux, c'est propre et c'est très couru. Yakro sur Seine. Pourquoi sur Seine? Parce que Houphouët-Boigny a fait un lac artificiel à Yamoussoukro. OK? Et puis, ce maquis-là, il est juste au bord de ce lac-là. Donc, ce lac-là, pour eux, c'est la Seine. C'est aussi quelque chose que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Ils sont très, 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 très influencés par tout ce qui vient de la France. Donc, si vous voyez quelque chose en France, on va essayer un peu de le copier. Pour ceux qui suivent les matchs du Paris Saint-Germain, vous allez voir partout. Ici, c'est Paris. Quand vous arrivez à Abidjan, vous allez aussi voir ici, c'est Abidjan. Donc, voilà, il y a à peu près cette manière de faire qui nous rappelle tout de suite une certaine dépendance entre la Côte d'Ivoire et la France. Bon, bref. Non, il y a Yakro-sur-Seine, très propre, très bien, agréable. Bon, bref. On quitte. Et puis, j'étais avec des amis à mon grand frère, justement, et c'est où on dit, on va aller dormir c'est à 50 km de Yamoussoukro. Je ne sais pas si appelé ville, village, mais bon, c'est à Tabo. Tabo, c'est toujours pour utiliser les références qui sont les miennes. Tabo, c'est à peu près l'équivalent des DEA en termes pour ce que ça représente pour le Cameroun, pour chacun des deux pays. C'est-à-dire que l'essentiel de la fourniture énergétique de la Côte d'Ivoire vient de Tabo. On y est arrivé et puis bon. Ça. Voilà, donc oui, je dis, oui, Crépin, je crois que j'ai mentionné que nous avons voyagé ensemble. Donc voilà, c'est même comme tu m'as fait le faux bon là, une fois arrivé à Yamoussoukro. Ça, c'est un autre débat. Donc je dis, on arrive à Tabo et je vois aussi, c'est un tout petit village, mais éclairage public qui est présent, les routes sont là, bon, on passe un petit hôtel et puis bon, on quitte, on s'en va. On retourne à Abidjan et
c'est maintenant aussi à Abidjan que je commence aussi à découvrir, à interroger un peu plus la population pour essayer de comprendre dans les taxis, même pas les taxis, ce qu'ils appellent le Yango. Donc, vous allez voir, pour l'essentiel, des plaintes que j'ai reçues des gens avec qui de mes interlocuteurs dans les taxis ici à Abidjan, c'était qu'ils ont un président qui travaille trop. Travailler trop pour eux, c'est qu'ils gaspillent l'argent du pays sur les projets, dans les travaux. Que voilà, ils n'ont pas le sentiment qu'il y a un problème, qu'ils ont des besoins particuliers en infrastructure, mais il est tout le temps en train de construire. Et que construire pour eux, pour lui, c'est détourner l'argent du pays. Je dis, voilà ce que j'ai eu comme complainte des populations locales. Et un peu pour ceux qui voulaient s'aventurer au niveau politique, on va toujours parler du problème de la décrispation qui n'est pas complète à Abidjan. En Côte d'Ivoire, il y a toujours un peu des rancœurs. Les gens sont restés un peu figés sur les traumatismes de 2010-2011. Mais il n'y a pas... J'ai entendu aussi beaucoup d'Ivoiriens me parler de corruption. Je dis, devant moi, partout où je suis passé, je n'ai pas eu le sentiment que la corruption existe en Côte d'Ivoire. Mais bon, les Ivoiriens m'en parlaient, mais c'est quelque chose qui demeure toujours abstrait pour moi. Pour revenir sur la Côte d'Ivoire, je vais dire, je m'en voudrais si je ne mentionne pas ça. Je veux dire, le lundi au matin 15 janvier, quand j'informe que j'ai perdu mon porte-monnaie, j'informe mon camarade et ami militaire ivoirien qui m'avait un peu aidé dans la planification de mon séjour. Je lui dis que, ben tiens, voilà, je viens de tout perdre. Et je vous dis, vous allez me croire si vous le voulez, le monsieur, il a tout de suite viré 500 000 francs CFA. Il a mis 500 000 francs CFA à ma disposition, pour rien. Donc je ne lui demande rien. Et il me dit, c'est pour toi. C'est pour toi. Bon. J'ai passé du temps au Cameroun, j'ai côtoyé des Camerounais. Je n'ai pas encore été témoin d'un si grand geste de générosité. Donc, je voudrais dire ici, merci mon colonel. C'est pas quelque chose qui est passé inaperçu. Je dis, il m'a mis tout de suite 500 000 francs. Il a dit, ok, prends ça, ça va t'aider voilà, parce que j'avais tout perdu. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il était important de mentionner. Donc, je revenais maintenant, je dis ici, au niveau politique, il y a des petites complaintes. J'ai posté des vidéos, certaines photos, vous m'avez vu avec certains visages connus en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres personnes, d'autres photos que je n'ai pas postées. Mais j'ai un peu vu, j'ai discuté avec des gens, aussi bas, que ce soit au niveau de la couche la plus basse, ou bien d'une certaine, de personnes qu'on pourrait présenter comme faisant partie d'une certaine élite politique ou bien économique du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Donc, ce lapsus-là m'amène à faire un petit pont sur le plan économique. Je veux dire, j'étais mis en contact avec certaines personnes en Côte d'Ivoire, camerounaises principalement, qui étaient là-bas pour les affaires. À Tabo, là où je suis parti, un Camerounais qui a 420 hectares de plantation, 420 hectares de plantains. OK. Un autre Camerounais qui a lancé une affaire dans les bâtiments. Enfin, il fait son métier en rapport avec la construction. Il m'a dit, ça fait 4 ans qu'il s'est installé en Côte d'Ivoire pour un investissement initial d'à peu près 200 000 $, c'est-à-dire 100 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires de 2 milliards. Je les ai vus, des Camerounais qui habitaient pour la plupart, pour l'essentiel, dans le quartier qu'on appelle la zone 4, pas loin de Port-Boîte. Celui dont la location était la moins chère, il avait un loyer de 1 200 000 francs par mois. OK? Mais qui était là, qui vivait juste à cause de l'ouverture de ce pays. À cause de l'ouverture. C'est-à-dire que quand on est en Côte d'Ivoire, on n'a pas le sentiment d'être étranger.
tout ce que les Ivoiriens ont droit, ce qu'on appelle étrangers y ont droit. Donc vous pouvez ouvrir une entreprise, vous avez, et on m'a dit qu'il y a une brigade spéciale, il y a même un commissariat spécial qui est chargé de la répression de tous les obstacles liés à l'investissement économique. C'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose, quelqu'un vous met dans les bâtons dans la roue, vous pouvez aller vous prendre à un commissariat, une police spéciale qui est là pour ça. Donc, c'est totalement ouvert. Quand j'arrive, je parle aussi à mes Ivoiriens, je parle à des amis ivoiriens. Tout de suite, tu te mets aussi dans la peau, tu fais semblant, tu dis, ok, je veux aussi faire les affaires, je vais faire ceci. Oh non, tu es le bienvenu, va parler à Philippe Simon, il faut voir ce que Philippe Simon est en train de faire ici. Bon, beaucoup de gens essaient un peu de me mettre en rapport avec lui, avec Philippe Simon, que je ne connais pas d'ailleurs, et puis bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais je dis, en Côte d'Ivoire, on se lève aujourd'hui, moi, qui ne suis pas de nationalité ivoirienne, je me lève aujourd'hui, je m'en vais acheter un terrain en Côte d'Ivoire, j'ai le titre foncier. Il n'y a pas que tu n'es pas ivoirien, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas possible à Banganté aujourd'hui, vous voyez un peu. Donc je dis, après avoir ce contexte économique assez favorable, non limitatif qui a été mis en place, a fait que aujourd'hui Abidjan, c'est la ruée vers l'or en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont se retourner, vont dire qu'ils partent à Abidjan. Ils vont aller investir, on va aller en Côte d'Ivoire, on va aller faire les affaires. Je dis, et c'est Camerounais que j'ai vu, je dis le planteur 420 hectares, le monsieur qui est dans la construction, chiffre d'affaires en moins de 4 ans, 2 milliards de CFA. Ce sont tous des anciens de Polytechnique à Yaoundé, ok, qui ne sont pas, qui viennent, je dis, un est Bamileke, un est Béti, l'autre, et puis des Camerounais que je côtoyais là-bas, il n'y avait pas de sentiment de conflit tribal. J'étais avec eux, je dis, il n'y avait pas du tout de sentiments, Bamileke, Béti, machin, ceci, ça n'existait pas. Tout le monde, ah oui, c'est ça, patience, c'est exactement ce que je dis. J'ai dit, j'étais à Abidjan, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai vécu, et j'ai dit, j'y retournerai, dès la première occasion. Donc, je dis, il y a beaucoup de possibilités d'affaires. C'est un pays qui est en chantier permanent, partout. Je vous ai parlé de la Ryoga qui est un peu exiguë. Dès que je veux en parler, on me dit OK. Je dis, dès que je parle, on me dit que non, ok, c'est un projet, on est en train d'agrandir l'aéroport d'Abidjan. Quand vous voyez l'aéroport d'Abidjan, je dis encore pour utiliser les références qui sont les miennes, je dis c'est à peu près, même un peu plus petit que l'aéroport de Douala. Un peu plus petit que l'aéroport de Douala. Donc, mais bon, bref, ce n'est pas ça. Non. Toujours, je vais rester au niveau infrastructurel. Je suis à Abidjan. Comme je dis, je dois découvrir, j'ai des amis qui m'invitent, j'ai ceci. Et puis finalement, mon dernier week-end à Abidjan, un ami qui a un hôtel à Assini. Assini, on va dire que quoi, c'est le Saint-Tropez. C'est le Saint-Tropez d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment au sud, hein, quand on quitte Abidjan, je crois on traverse, on va un peu plus, on descend, on s'enfonce un peu plus au sud d'Abidjan, Grand Bassam, il y a une nouvelle autoroute qui est en train d'être construite là, et puis bon, on arrive à Assini. Assini, je dis, c'est le Saint-Tropez. C'est là où le Gotha politico-administratif, jet set, tout ce que vous pouvez imaginer d'Abidjan, essaye un peu de, voilà, je n'ai pas encore été à Kribi, patience. Donc, c'est là-bas, c'est que quand on dit le Gotha, le président Ouattara, il a assigné, Samuel Eto'o a assigné, Didier Drogba a assigné, les ministres sont assignés. Tout ce que vous pouvez imaginer, comme je dis, l'essentiel de l'élite ivoirienne, ils sont assignés. Donc, il y a une autoroute, une nouvelle autoroute qui est en train d'être construite avec péage, comme sur toutes les autoroutes en Côte d'Ivoire, qui peut amener juste à Assini. Je suis en train de faire mention de ceci, parce que oui, j'y vais, je ne suis pas véhiculé à Abidjan, donc c'est aussi quelque chose pour ceux qui y vont, ou ceux qui vont y aller à la suite de ce live. Préparez-vous, les transports coûtent hyper cher à Abidjan. Hyper cher. C'est pas ce qu'on connaît au Cameroun, c'est très cher.
75% de mes dépenses journalières étaient dues au transport. Donc je prends de l'aéroport où je suis, de mon hôtel jusqu'à Assini, avec Yango, c'est 30 000 francs CFA. Donc, on me prend, on arrive. Je fais mention de ceci pour faire, vous allez me voir arriver. Donc, finalement, quand on arrive, on est pratiquement à l'entrée d'Assini. C'est là où je vois mon premier poste de police de contrôle routier en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont mes amis policiers là. Apparemment, ils ne sont pas très différents, quel que soit le pays. Au chauffeur, j'ai dit que ok, est-ce qu'il va avoir des soucis? Il me dit que non. Bon, il s'apprête. Il ne sait pas ce que le policier va le faire. Mais juste avant qu'on arrive au contrôle routier, à ce contrôle routier, on a vu un troupeau de chèvres qui étaient sur l'autoroute. Vraiment, oui, quand on voit ça, on se dit que oui, on est effectivement en Afrique. Un troupeau de chèvres, et dans ce troupeau-là, malheureusement, on a pu identifier 2 chèvres qui se sont fait écraser par des véhicules. C'est le rapport avec le policier. Donc, si ces chefs militaires, ces chefs hiérarchiques m'écoutent, parce que je me suis fait beaucoup d'amis dans la police ivoirienne pendant que j'y étais, s'ils m'écoutent, c'est sans méchanceté. Donc, quand il vient, il veut faire le contrôle, le chauffeur sort les pièces et lui donne, et il informe tout de suite qu'il vient de traverser 2 chèvres qui ont été tuées sur la route. Le monsieur nous a directement remis les dossiers. Il nous a remis les dossiers. Allez, poup, demi-tour pour aller prendre les 2 chèvres là, pour aller désécuriser les 2 chèvres. Bon, c'est ça qui a permis un peu voilà, qu'on nous perde pas assez de temps. Et puis bon, on a continué notre route. On est allé. Bon, j'ai dit, Assini, c'est quelque chose qu'il faut aller découvrir en Côte d'Ivoire. Donc, ouais, j'ai passé une nuit à Assini. Il y a un peu, bon, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. Là où on était, quelques soucis de connexion, sans plus. Mais je dis, c'est là où on peut dire, bon, il fallait absolument que je trouve un défaut, quelque chose qui ne marche pas, c'est ce que je dirais. Donc, au lendemain, dimanche, retour à Abidjan. Et pendant tout le temps que j'ai passé à Abidjan, vraiment, pas une seule minute de coupure d'électricité, pas une seule minute de coupure d'eau, pas de soucis de transport. Je vous dis, je suis tombé sur le charme de cette ville, de ce pays. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait, tout Camerounais, oui. Marlène dit que c'est les taxis compteurs, oui. C'est les taxis compteurs. Ils appellent ça taxi compteur, mais c'est compteur, c'est pas qu'il y a un compteur comme en Europe, hein, c'est juste compteur parce que tu es seul dans le taxi et tu négocies le prix avec le chauffeur. Mais c'est là où il faut pas s'attendre à avoir un compteur dans ce taxi. Et puis bon, c'est à peu près les moyens de... Je dis, c'est hyper cher, c'est cher les transports à Abidjan. Donc vous avez ce qu'on appelle les taxis compteurs, vous avez Yango, voilà les 2 méthodes de transport privilégiées pour ceux qui veulent... Bon, moi j'évitais les taxis dits compteurs parce que bon, il n'y a pas de traçabilité. J'étais essentiellement dans Yango pour question de sécurité. Donc, je dis, Abidjan, 0 coupure de lumière, 0 coupure d'eau, 0... Bon, je veux pas parler là, et puis certains vont croire que je suis en train d'exagérer. Donc, je dis, j'ai fait cette sortie-ci pour nous inviter un peu, pour inviter nos amis, mes compatriotes, ou même mes ex-compatriotes, de sortir un peu, de faire un peu ce petit effort. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas très loin. Allez voir. On va venir dire que Ouattara, c'est le pion de la France, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Mais je suis revenu de la Côte d'Ivoire avec le sentiment et même la conviction qu'il nous faut des Ouattara un peu partout, dans tous les 15 pays d'Afrique francophone. Il faut des hommes comme Ouattara dans tous ces pays. C'est le sentiment qui est mien, je dis, et c'est même la conviction. On est admiratif, on est subjugué
on est impressionné par la qualité du travail qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. On a le sentiment que, étant peut-être mal aimé, étant arrivé au pouvoir dans les conditions que nous tous nous savons, il a à cœur de se racheter. Il a à cœur de laisser un héritage en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez le stade qui porte son nom, le stade Alassane Ouattara, 60 000 places, c'est une autoroute, je ne sais pas, je sais pas si dans un centre urbain on parle d'autoroute, mais c'est des boulevards à 4 voies qui vont, l'infrastructure, l'électricité, l'éclairage, tout ce que ça donne. Je dis, c'est impressionnant. Tout ce qui porte le nom d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sont toujours des chantiers pharaoniques. Okay? Pharaoniques. Il a vraiment, quand on y va, on se dit qu'il veut vraiment laisser son nom à la postérité. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche est pharaonique. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend est exécuté, est remis et inauguré. Il n'y a pas de place à l'amateurisme. On peut dire, oui, c'est aussi ce que j'ai entendu venant de la part de certains Ivoiriens qui avaient ok, donc je dis, c'est ceux qui se plaignent un peu, qui trouvent quelque chose à lui reprocher, au-delà de ce que j'ai dit tantôt, que voilà, ce processus de réconciliation inachevé, quelque chose qui revenait aussi de manière récurrente, c'était une tribalisation à l'excès de l'administration. Partout, ce sont les gens de son aire géographique qui se recommandent. Mais quand je dis, vous voyez cela, et vous voyez le rendu sur le terrain, vous pouvez dire, si c'est comme ça là, je préfère que ça se passe ainsi. Que ça se passe ainsi. Si ce sont ses frères, si ce sont les siens qui arrivent à transformer la Côte d'Ivoire comme je l'ai vu, je dis bravo. Je dis bravo. Et vraiment, je le dis sans hypocrisie aucune, que ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, ça doit être source d'inspiration pour tous les 14 autres pays d'Afrique francophone. Il n'y en a que 2 que je connais, on peut dire que je connais, il y a le Cameroun et il y a maintenant aussi la Côte d'Ivoire. J'ai lu des commentaires ici qui m'ont dit que le Sénégal serait aussi pareil. C'est possible, mais je dis pour ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je suis admiratif, je suis impressionné et puis je recommande fortement aux Camerounais de faire un tour en Côte d'Ivoire. Allez voir. Allez voir. Et avant de se prononcer sur ces pays-là. Bon, j'ai un ami Malène au Sénégal qui m'a invité là-bas. Je crois que lors de mon prochain séjour de cette côté d'Afrique de l'Ouest, je passerai par Dakar. Ça va aussi me permettre de voir. Je dis donc que la Côte d'Ivoire, autre chose que je n'ai pas mentionné aussi, qui est aussi une œuvre, qui est aussi quelque chose à mettre sur le compte du président Alassane Ouattara, c'est la couverture médicale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle l'assurance maladie. Il y a ce qu'on appelle assurance maladie aujourd'hui en Côte d'Ivoire, exactement sous les mêmes formes que nous avons en France. C'est-à-dire que tout le monde contribue, paye pour dans une caisse d'assurance maladie. Et à côté de ça, vous pouvez avoir une assurance complémentaire. Du coup, quand vous êtes malade, vous n'avez pas de soucis, ça ne pose pas de problème d'aller à l'hôpital. Vous n'allez pas voir un Ivoirien qui va dire qu'il ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il n'a pas les moyens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Occident. Donc, on peut dire que oui, les plateaux techniques ne sont pas du même niveau que on peut voir ailleurs dans d'autres sphères, mais déjà l'idée, l'ambition y est. C'est de dire, c'est d'amener des concepts qui font florès ailleurs à la portée du plus grand nombre. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu que le président Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je dis oui,
mes opinions sur l'homme, surtout la manière par laquelle il est arrivé au pouvoir, sont ce qu'ils sont. J'ai condamné fermement la manière par laquelle Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. J'ai condamné aussi sous le prisme de ce que nous appelons tous le panafricanisme, son trop fort tropisme français. Mais quand je vois les conséquences de tout cela, c'est les réalisations, la matérialisation d'une certaine ambition de progrès qu'il a pour son pays. Je dis bravo, nous avons besoin de gens comme Alassane Ouattara partout en Afrique, partout, 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 parce que c'est signe de progrès. Donc voilà, chers amis, je vous remercie. C'est un témoignage que je voulais faire. Je dis, je suis pas du tout... mon séjour en Côte d'Ivoire était sur fonds propres. Il n'a pas du tout été influencé par qui que ce soit. Il n'y a personne dans le camp Ouattara, déjà, qui peut me demander d'avoir ce genre de jugement. Je l'ai fait. Je dis, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Donc, c'est le témoignage que je voulais faire pour vous encourager, pour encourager chacun d'entre nous de sortir un peu de son cocon, aller en Côte d'Ivoire. Aller aussi. Est-ce qu'ils boivent aussi le pétrus comme nous? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, comme on dit, les Ivoiriens, quand on arrive à Abidjan, c'est cher, c'est cher. Il y a trouvé une maison, vous allez facilement voir une maison à Abidjan, quand vous voyez ce qu'on appelle le quartier milliardaire. La maison là-bas, la moins chère, c'est 2 milliards de francs CFA. Et c'est des Africains, c'est des Ivoiriens qui y vivent. À côté de 2 milliards de francs CFA, vous allez aussi voir des gens qui vivent dans des taudis, semblables à ce que nous voyons tous à Newbel. C'est la même ville. Donc, je dis, il y a un peu de tout, dans ces pays-là, et qui vaut le détour. Je dis seulement que, bon, voilà, s'il vous plaît, voyagez, allez voir, allez toucher de vous-même la réalité ivoirienne avant de vous faire votre propre idée. OK? Allez toucher cette réalité-là. C'est une réalité choquante. C'est une réalité qui peut même être humiliante. Mais en fin de compte, ça vous rend humble. Ça vous rend humble pour qui que ce soit, celui qui veut se lever, qui parle de la Côte d'Ivoire, celui qui veut porter un jugement sur les Ivoiriens, celui qui veut essayer de comparer. Il ne peut pas le faire de loin. Il faut qu'il aille voir. Il faut qu'il aille voir. Il faut qu'il aille voir. Et quand on sort de là, le panafricanisme a une autre définition. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, bon, je crois avoir dit l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Point de vue économique, point de vue social, bon, l'insécurité, je n'en ai pas vécu, hormis l'épisode de ce porte-monnaie qui a été volé. Bon, bref, c'est plus de l'imprudence qu'autre chose. Bon, ouais, c'est le reste, c'est de l'ordre du détail. J'ai envoyé une demande où ça, Malène. Ok, peut-être, excuse-moi. Je n'ai pas encore vu. Est-ce que je te vois? Ok. Si c'est ça ici, je peux. Je crois avoir répondu à la demande. Ok. Voilà. Oui, bon après-midi à toi, Malène. Bon après-midi, Patrice. Bon après-midi. Ok. En fait, je suis un peu malade, hein. C'est pour ça qu'on ne verra pas ma tête. Tu le sais d'ailleurs. Mais je tenais
a témoigné en disant à nos compatriotes que lorsqu'on sort du Cameroun pour aller dans les petits pays d'Afrique, que nous on appelle petits pays quand tu es au Cameroun, parce que quand tu n'es jamais sorti du Cameroun, on te parle du Niger, on te parle de la Côte d'Ivoire, tu as l'impression que c'est des petits pays. Mais on est toujours choqué. Moi, la première, quand je suis arrivée à Abidjan, dès l'aéroport, même comme l'aéroport est petit, j'ai été choquée par le civisme des gens, par le niveau de développement, par euh, les infrastructures. On se dit, mais c'est un pays qui sort de plus de 10 ans de guerre, on n'en croit pas ses yeux. Et donc, quand on revient au Cameroun, on est tellement frustré. Quelqu'un ne peut pas sortir du Cameroun et revenir être au Cameroun serein. Même si on est soutien du régime, vous allez commencer à vous dire que certainement on vous trompe. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Premièrement, pour ajouter à tout ce beau témoignage que tu as fait de ce pays que j'ai adoré, c'est simplement qu'ils ont compris que la régionalisation aujourd'hui est la clé du développement des pays africains. Un Guinéen vient à Abidjan comme s'il va à Saint-Melima. Quelqu'un du Nigeria vient à Abidjan comme s'il va à Douala. C'est-à-dire que la libre circulation entre les personnes et les marchandises en Afrique de l'Ouest est une réalité qui a fait de la Côte d'Ivoire un pôle économique très important pour l'Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'Afrique centrale, c'est-à-dire que la réalité de la levée des frontières. On ne peut plus se développer seul, on ne peut pas vivre en autarcie et espérer un quelconque développement. Ce n'est pas possible. Parce que si, par exemple, moi, pour que j'aille au Gabon, j'ai besoin d'attendre 10 jours de visa, et même ce visa-là, on me demande, tu vas voir qui, et c'est pourquoi, machin, ben, je peux faire rester à Yaoundé et manger mon argent. Et donc, ça ne tourne pas, ça n'évolue pas. Pourquoi Abidjan a besoin des hôtels? Parce que Abidjan s'est doté de la plus grande compagnie qui dessert toute l'Afrique de l'Ouest. Air Ivoire aujourd'hui dessert toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est des milliers de passagers par jour qui doivent avoir des hôtels, qui doivent avoir des restaurants, qui doivent avoir des routes. Et donc, je pense que avant de penser à nos politiques internes au niveau de l'Afrique centrale, il faudrait qu'il y ait une véritable implémentation de la régionalisation. Aujourd'hui, en 2024, c'est la clé du développement de nos différents pays parce que on va faire des projets, de véritables projets sous-régionaux. Le Cameroun aujourd'hui ne peut plus se dire je vais me développer seul en laissant la RCA en arrière. Ce n'est pas possible, ou le Tchad en arrière. Et je ne sais pas la sorcellerie qui se trouve en Afrique centrale pour qu'on n'ait pas l'état d'esprit. Je vous assure que quand on discute avec un Ouest africain, ils ont une autre mentalité. Je ne sais pas ce qui se passe chez nous. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un Très différente. Béninois, un Béninois n'a aucun complexe envers un Togolais. Un Togolais n'a aucun complexe avec un Ivoirien. Il y a d'abord une telle fraternité entre eux. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez nous. Or, moi, quand un Équato-Guinéen parle sa langue, je comprends. Nous avons la même culture. Mais pour qu'un Camerounais aille en Guinée équatoriale, c'est la sorcellerie. On se dit, Ouais. mais quel est le véritable problème? Quand j'ai parlé de l'intégration sous-régionale qui est une réalité, allons aussi voir le dynamisme même du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est un monsieur qui a travaillé dans une banque d'investissement. Donc, il sait comment on fait quand les banques, le FMI envoie l'argent dans un pays. Lui-même, il contrôle les chantiers. Le chantier du pont, là, lui-même, jour et nuit, et les ingénieurs le savent, il prend sa voiture, il part contrôler. Il va Comme contrôler. je disais le matin, sa femme a travaillé, elle a des entreprises de construction. Il préfère lui-même gagner les marchés avec ses frères, comme tu disais tantôt, mais pourvu que le travail soit réalisé. Réalisé, ouais. Il n'y a pas l'affaire de détournement. Il n'y a pas l'affaire de détournement. Chaque centime près. Et ils ont un système là-bas, c'est que il y a un seul ordonnateur des marchés publics dont les ministères ne gèrent pas les budgets.
Par exemple, si on dit que le ministère de l'Éducation nationale a besoin des cahiers, c'est un autre ministère qui vient livrer les cahiers. Ce n'est pas le ministère qui ordonne la dépense. Non. Donc, il y a une seule personne qui ordonne les marchés, il y a une seule personne qui paye ces marchés, et cette personne est à la présidence de la République, elle rend compte directement au président. Donc, il n'y a aucune niche. C'est vrai qu'on peut créer d'autres niches grâce à la corruption, mais il n'y a pas de niche comme au Cameroun pour détourner l'argent de l'État. C'est très compliqué. Et donc, c'est un pays qu'on voyait à distance, on attendait à distance, mais quand vous partez de là-bas, vous rentrez complexé au Cameroun. Vous rentrez très complexe. énervé au Cameroun. Vous voyez comment vous commencez à avoir envie d'entrer dans l'opposition. Parce qu'on se dit quand même que ce n'est pas sérieux d'aimer le Cameroun et le Camerounais et de continuer à soutenir la Gabégie qui est installée à Yaoundé. Moi, je pense que, comme je le dis depuis un moment dans mes communications, Paul Biya a fait ce qu'il pouvait faire, mais il n'est plus un homme de notre époque. Il faut qu'il passe la main. Lui, c'est un homme des années 60, quand la France avait besoin d'instaurer des sous-préfets en Afrique. Mais en 2024, ce n'est plus possible. Il faut des hommes qui ont confiance en l'Afrique, des hommes qui ont envie de développer l'Afrique, à l'instar de Alassane Ouattara. Nous tous, on a été contre la façon dont il est arrivé au pouvoir, comme tu disais tantôt. Mais quand on voit l'implémentation de sa politique en Côte d'Ivoire, on ne peut dire que chapeau. C'est ce témoignage que je voulais donner de ma petite expérience, quelques jours que j'ai passé là-bas. J'ai été au Niger, même le Niger qui est classé, si c'est 176e pays, je te jure, les routes au Niger, les hôtels au Niger, la mentalité des gens, la culture. Et je te disais tantôt, le Sénégal, c'est un autre niveau. Et donc, je t'invite parce qu'au Sénégal, c'est encore mieux qu'Abidjan. Tu vas rentrer. Je te jure, je dis que Dakar, déjà qu'ils ont développé une politique, ils se sont dit qu'ils ont besoin des devises. Parce qu'ils n'ont pas la richesse que le Cameroun a. Le Sénégal, c'est un pays désertique. Donc, en termes de matières premières, ils ont fait du tourisme la richesse principale du pays. Tous les pays européens entrent au Sénégal sans visa. Et qui dit sans visa pour les pays américains, c'est le tourisme de masse qu'on appelle dans le pays. C'est-à-dire que les tours opérateurs travaillent avec le Sénégal et ça booste l'économie du pays parce que c'est tous les jours des avions entiers qui déversent les touristes. Et qui dit ça? C'est l'économie qui tourne. Les hôtels. Je dis, le niveau des hôtels à Dakar. Je t'assure que quand tu vas rentrer là-bas, parce qu'Abidjan, c'est le petit niveau par rapport à Dakar. Rassure-moi, tu n'es pas agent, tu ne travailles pas pour le Sénégal. Non, je te dis que c'est pour ça que je suis rentré dans l'opposition. J'ai commencé à venir dans ce pays-là. Ça ne m'étonne pas là encore un autre niveau, mais bon, c'est pas ça l'objet de débat. Non, je dis que je te jure, tu vas dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'étais au Bénin, ce que le président béninois fait au Bénin. Le Bénin, c'est-à-dire sur les papiers, le Bénin vient peut-être 25 pays après le Cameroun. Ah, ça. Mais le Bénin, sur le plan du développement des hommes, le développement des infrastructures, non, c'est loin. C'est très loin. Moi, je ne classe jamais le Nigeria parce que pour moi, le Nigeria, c'est la deuxième puissance d'Afrique. Donc, parce que le Nigeria, c'est un autre niveau. Donc, en Afrique, je ne classe jamais le Nigeria parce que j'ai été à Abuja. Franchement, eux, ils sont ailleurs, en fait. Ils sont hors sol. C'est les États-Unis, quoi. Oui, ils sont hors sol. Donc, moi, je pense, à mon avis, que il n'y a pas de complexe à aller chez nos frères, comprendre c'est quoi le secret. Et moi, j'ai trouvé quelques pistes de réflexion. Premièrement, une intégration sous-régionale et une ouverture au monde.
Parce que si un Américain peut venir facilement à Yaoundé, faire quelques jours, et voilà, un Canadien pareil, je pense que faire du tourisme, il y a beaucoup de choses à découvrir dans notre pays. Mm. On a la faune, on a les plages et tout ça. Mais s'il y a toujours des petites barrières consulaires et tout, même les Camerounais eux-mêmes qui ont essayé peut-être d'avoir une deuxième nationalité ont des problèmes à venir chez eux. Ça pose un problème, à mon avis. Donc, Absolument. cette petite expression, c'est ce petit témoignage que je voulais donner. Et merci de m'avoir cité dans Non, c'est ton direct. non, comment je dis, c'est à tout moment, Marlène. Donc, je suis content nous soyons convergents sur là-dessus. Je dis, devant les faits, on ne peut pas avoir des opinions contraires. Ça, c'est le minimum. Donc, voilà, si tu veux terminer, on peut Non, terminer. moi, Moi, j'ai je crois. terminé. OK, OK, J'ai terminé. Merci. OK. Donc, tu vas, tu vas te préparer pour un autre live demain. Enfin, je crois pas. Demain, c'est dimanche. Tout le monde se repose. Avec beaucoup de plaisir. Moi, je ne communique plus sur ma page. Il y a trop de sous-problèmes sur ma page. Si c'est pour OK, parler de développement, demain, il n'y a pas de problème. On va faire un direct. OK, 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 ça marche. Donc, Merci. voilà. Merci une fois de plus, Marlène. Tu te. Il faut me OK, raconter. attends pour voir. Je ne sais pas comment on fait. Ah ouais, attends, j'ai mon. Attends, que puis je fais. Je sais pas comment on fait. Bon, j'ai. Attends, OK, ça ici, je fais remove. OK. OK. Bon, ce n'était pas prévu. Justine, je t'ai perdu. Donc, si tu veux parler vite fait, il y a le match qui va avoir lieu tout à l'heure là. Moi aussi, je voudrais aller voir ce match-là. Donc, oui, Justine, je t'ai, je t'ai rajouté. On va aller voir le match. Oui, ça va commencer incessamment. Bon, apparemment, ça marche pas avec Justine. J'attends encore une seconde. Enfin, pas 10 secondes en fait. Oui, cher ami, vraiment, allons, il faut sortir du pays. Il faut aller voir la Côte d'Ivoire. Il faut aller voir ce qui est possible. Quand on parle de l'afro-pessimisme, c'est parce on a été toujours en contact avec certaines réalités. Mais quand on part voir la Côte d'Ivoire, on sort de là, on devient maintenant ce qu'on appelle afro, afro-optimiste. OK. Donc, quels sont... OK. OK. Donc, je vais accepter ça. Pourquoi est-ce que... Bon. Bon. Bon, je sais pas. J'essaye de, de répondre à la sollicitation de... Mais bon, ça ne passe pas. Justine, si tu peux encore essayer vite fait, je vais prendre ça et puis je, je n'y arrive pas. Ouais, si tu peux essayer, c'est toi que j'attendais là pour mettre français live. Je crois que je suis déjà en train d'abuser. J'essaie encore de t'ajouter une fois de plus. Espérons que ça va marcher. OK. On me dit que pas de réponse de ta part. Allez, cher ami, on va aller suivre tous le match Côte d'Ivoire-Mali. Si vous avez suivi ce que l'ami Marlène a dit ici tout à l'heure, euh, Mali et Côte d'Ivoire, c'est deux peuples frères. C'est-à-dire que c'est pire qu'un derby. C'est-à-dire qu'aucun de ces deux pays-là ne voudrait perdre ce match. C'est une question d'honneur, de dignité, de rivalité, de fraternité saine, bien entendu, au-delà de ce que nous voyons dans la politique. Je dis que de fraternité saine. Donc aujourd'hui, malheur aux perdants.
la nuit sera très, très longue pour le perdant parce que c'est un derby. C'est que le match va se jouer à Bouaké. Bouaké, c'est le Mali. Bouaké, c'est la Côte d'Ivoire. Bouaké, c'est l'épicentre de l'intégration ouest-africaine en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, c'est une affiche qu'il ne faut pas manquer. C'est une affiche, moi, je suis à 1000% pour la Côte d'Ivoire parce que je dis, ayant découvert ce peuple, ayant vu euh, leur joie de vivre, la manière d'aborder aussi légèrement des sujets aussi graves dans la joie, dans la gaieté et tout, me rend admiratif d'eux. Et puis bon, voilà, je suis de tout cœur avec la Côte d'Ivoire, donc je vais dire, allez les éléphants, merci de m'avoir suivi et puis bon week-end à tout le monde.